Pendant des siècles, nous avons cru que progresser signifiait remplacer l'ancien par le nouveau. Mais à mesure que nous sommes devenus plus à l'aise et dépendants de la technologie, nous avons perdu des compétences qui ont maintenu l'humanité en vie pendant des millénaires. Dans les régions les plus reculées de la planète, il existe encore des peuples qui préservent ces outils. Des savoirs que notre civilisation a laissés derrière elle et qui, aujourd'hui, pourraient révéler à quel point nous sommes devenus fragiles. Et si le véritable progrès ne se trouvait pas dans ce que nous avons inventé, mais dans ce que nous avons oublié, reste jusqu'à la fin, car tu découvriras les 7 outils essentiels à la survie humaine, lesquels sont encore utilisés par certaines tribus, et lequel, le dernier, pourrait transformer à jamais notre manière de comprendre le monde. Avant de commencer, si ce voyage t'inspire autant qu'il nous fascine, tu peux t'abonner à Chronamonde pour ne rien manquer de ce qui arrive. Le voyage commence maintenant. Et ce que tu es sur le point de voir n'est que la première porte vers un monde que nous pensions disparu. Nous ouvrons cette porte en Afrique de l'Est, là où la Terre conserve encore le langage que nous avons oublié. 1. L'outil de ceux qui lisent la Terre. Regarde cet endroit, au cœur de la vallée du Rift, là où la Terre s'ouvre comme une cicatrice ancienne et où les plaines semblent respirer sous un soleil qui révèle jusqu'à l'invisible, s'étend un monde que très peu d'étrangers ont réussi à interpréter. Ici, rien n'est dû au hasard, même l'invisible laisse des traces. Là, parmi les acacias torsadés et les prairies qui changent de couleur selon la lumière, vit un peuple qui n'a jamais perdu son lien avec cet environnement. L'un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs de la planète. Pour un visiteur inattentif, ces terres peuvent paraître silencieuses, simples, presque dépourvues de vie. Mais pour eux, chaque mètre de ce sol est une carte vivante qui se lit sans mots. Les Hadza n'ont besoin ni de cartes ni de sentiers balisés. Leur sens de l'orientation naît d'une observation affinée au fil de milliers d'années. La manière dont une branche se brise, la direction d'une ombre qui glisse, la poussière soulevée par une empreinte, le silence soudain des oiseaux, tout forme un langage que leur peuple déchiffre depuis des générations. Dans leur culture, lire l'environnement n'est pas une capacité supplémentaire, c'est de la survie à l'état pur. Ils ne consultent ni horloge ni saison. Ils interprètent le mouvement des nuages, l'odeur de la terre humide, la fraîcheur du vent qui annonce des animaux proches, des signes qui passeraient inaperçus pour nous. Ils ne dépassent pas 1500 membres, mais maîtrisent leur territoire avec la précision de ceux qui n'ont jamais rompu leur lien avec lui. Ils savent où nichent les abeilles mellifères, sur quels arbustes mûrissent les baies les plus douces, quels arbres abritent des racines comestibles lorsque la sécheresse se fait sentir, et dans quelle direction la faune se disperse lorsque le vent change. Imagine marcher à leur côté à l'aube. L'air porte encore la fraîcheur de la nuit. La rosée s'accroche à l'herbe et l'horizon se teinte lentement d'un orange doux. Soudain, l'un d'eux s'arrête. Il ne parle pas. Il ne désigne rien. Il fixe simplement son regard sur une marque que tu serais incapable d'identifier. Pour toi, ce n'est rien. Pour eux, c'est un fil qui mène à la nourriture. Ils avancent en suivant cette trace invisible, une torsion dans la terre, une tige à peine pliée, une légère dépression dans le sol, des indices que seuls eux savent interpréter. Et lorsqu'ils s'arrêtent enfin, l'arc est déjà tendu. La flèche vise avec détermination, et tu comprends, peut-être pour la première fois, que tu te tiens devant un savoir qui n'entre dans aucun manuel moderne. Ce peuple a résisté aux colonisations, aux pressions agricoles et aux projets qui voulaient remodeler son territoire. Mais jamais il n'a cédé. Maîtriser un tel outil, lire la nature avec tous les sens,
se déplacer sans briser l'équilibre, est ce qui a permis à leur culture de survivre. À quel moment avons-nous cessé d'écouter la nature pour n'écouter que notre propre bruit? Car si lire la terre semble déjà extraordinaire, ce qui vient maintenant ne se contente pas de défier la nature. Cela la façonne, une capacité capable de transformer le feu en guide, en refuge et en arme. Et c'est là que nous mène le voyage, dans le désert du Kalahari où le feu n'est pas chaleur, mais un outil vivant. 2. L'outil du feu qui guide le désert. Imagine-toi ici un instant, dans les immensités dorées du Kalahari, où l'horizon vibre sous la chaleur et où le vent transporte des histoires qui se dissipent entre les dunes. Dans ce vaste désert vivent les San, une communauté qui ne craint pas le territoire, parce qu'elle a appris à comprendre la langue avec laquelle le désert parle. Ce peuple, l'un des plus anciens de l'humanité, maîtrise un outil qui a transformé notre histoire, mais que nous avons réduit à un simple interrupteur, le feu. Pour eux, ce n'est ni une étincelle ni un objet. C'est une boussole, un refuge, un remède et une stratégie. Ils connaissent le son exact qu'une braise doit produire pour savoir si elle survivra à la nuit, la direction que la fumée doit prendre pour guider les proies et l'intensité de chaleur nécessaire pour renouveler la végétation sans la détruire. Depuis des générations, ils allument des flammes avec 2 simples bâtons, dont l'un de comifora, un bois résineux capable de brûler. Même dans des conditions difficiles, frottés entre leurs mains avec une précision qui semble héritée du désert lui-même. Ce n'est pas seulement une technique, c'est une conversation avec la nature. Mais leur véritable maîtrise ne réside pas dans la création du feu, mais dans son déplacement. Dans le Kalahari, où les nuits mordent et où les prédateurs guettent en silence, le feu voyage avec eux. Il ne reste pas immobile, il se déplace, s'adapte, change de forme. Il sert à éloigner les lions, à diriger les gazelles vers des zones de chasse et à régénérer les pâturages grâce à des brûlis contrôlés que la science moderne commence à peine à comprendre. Place-toi près d'eux lorsque la nuit tombe. Le ciel s'ouvre comme un océan d'étoiles. Le sable porte encore la chaleur du jour. Que ressentirais-tu si la seule lumière provenait d'une flamme que tu dois toi-même maintenir en vie? Le silence qui suit est si profond qu'il semble animé d'une vie propre. Puis, l'un d'eux se penche, touche le sol du bout des doigts et souffle sur une braise qui se ranime comme si elle s'éveillait. En quelques secondes, la flamme apparaît, douce, docile, vivante. Et tu comprends qu'ils ne l'ont jamais crainte, parce qu'ils ne s'en sont jamais séparés. Depuis des décennies, cette communauté affronte des pressions minières, des déplacements forcés et des restrictions qui menacent leur territoire. Pourtant, leur lien avec le feu demeure intact, leur guide, leur protection, leur maître. Un outil que notre civilisation a transformé en danger, mais qui ici reste un savoir pur. Et si ces flammes te semblent surprenantes, ne détourne pas le regard, car maintenant tu vas découvrir ce qui se passe lorsque la terre elle-même devient architecture et qu'un peuple utilise des racines vivantes pour construire des abris qui grandissent, respirent et s'adaptent comme s'ils avaient leur propre volonté. Nous nous dirigeons maintenant vers les montagnes de l'ouest de l'Inde, dans la région des Ghats occidentaux, où l'architecture ancestrale continue de défier la modernité. 3. L'outil des maisons qui respirent. Sur les versants soumis à la mousson de l'ouest de l'Inde, où la pluie tombe comme un rideau continu sur les rizières et où la brume glisse entre les arbres à l'aube, il existe des villages qui ne semblent pas construits, mais cultivés. Là vivent les Warlis, un peuple dont l'architecture ne naît ni du ciment ni de l'acier, mais de la terre elle-même. Pour eux, une maison n'est pas un mur qui sépare l'être humain de son environnement. C'est un organisme vivant qui s'adapte, respire
et accompagnent. Alors que nos villes dressent des structures rigides qui exigent de l'électricité pour être chauffées ou rafraîchies, les Warli maintiennent en vie un outil ancestral que notre civilisation a abandonné. Construire en harmonie avec le climat et non contre lui. Leurs habitations s'élèvent en quelques heures seulement, à partir de terre, de bambou, de bois et de bouse mélangés à de la cendre. Il n'existe aucun manuel écrit. La technique s'apprend en observant, en mémorisant, en imitant. Chaque geste est hérité. Le résultat est extraordinaire. Observe comme leurs murs gardent la fraîcheur, même en plein été, comme les toits dévient les pluies saisonnières de la mousson, et comme l'intérieur maintient sa température sans le moindre appareil électrique. Reste sous le toit de cette maison, à l'entrée, en regardant la mousson assombrir l'horizon. Dehors, la pluie frappe sans relâche, assombrit les chemins et efface la ligne de l'horizon. À l'intérieur, au contraire, l'air est tempéré. La lumière pénètre doucement à travers les interstices du bambou, et l'odeur de terre humide crée un calme difficile à décrire. Rien ne grince, rien ne vibre. La maison respire avec toi. Les murs sont décorés des motifs inconfondables des Warli, des figures blanches, géométriques, qui racontent des histoires de chasse, d'agriculture et de fêtes. Ce ne sont pas des ornements, ce sont des mémoires collectives, des cartes culturelles peintes avec un mélange de riz et d'eau. Et même si elles peuvent paraître fragiles, ces habitations ont résisté aux moussons, aux saisons implacables et à des décennies entières sans perdre leur essence. Dans un monde qui construit vite, cher et rigide, les Warli nous rappellent quelque chose que l'architecture moderne a relégué au second plan. Un logement n'a pas besoin de dominer son environnement pour protéger. Il lui suffit de le comprendre. Qu'avons-nous perdu lorsque nos maisons ont cessé d'accompagner notre rythme pour commencer à dicter celui auquel nous devons vivre? Et si ce refuge fondé sur l'équilibre t'a touché, reste avec moi, car ce qui vient ensuite ne s'ancre pas dans la terre. Cela repose sur un mouvement qui ne s'arrête jamais. Il existe des peuples pour qui la protection n'est pas un lieu, mais la capacité de disparaître avant d'être trouvé. Bienvenue au cœur de l'Amazonie, où tout un groupe a fait du déplacement sa seule forme de permanence. 4. L'outil de ceux qui disparaissent avant le danger. Là où la forêt devient si dense que la lumière touche à peine le sol, s'étend un territoire qui ne figure ni sur les circuits touristiques, ni sur les cartes précises. Un lieu où les sentiers s'effacent en quelques jours, où les marques se dissolvent sous la pluie et où la forêt se referme comme si elle cachait quelque chose qu'elle refuse de révéler. Ce quelque chose, ce sont les Kawaiva, l'un des peuples les plus menacés et les plus difficiles à localiser de la planète. Ici, rester immobile n'est pas un choix, c'est un risque. Et leur principal outil n'est ni une arme, ni un objet. C'est la capacité de disparaître avant que le danger n'arrive. Alors que le reste du monde s'accroche à des adresses stables, à des biens et à des documents, les Kawaiva ont survécu en renonçant à toute forme de permanence. Ils laissent tout derrière eux. Abris éphémères, restes de nourriture, traces, et souvent même des objets que d'autres peuples jugeraient indispensables. Les campements que la FUNAI a découverts au cours d'expéditions ponctuelles révèlent cette vie en fuite constante. Abris légers montés en quelques heures, braises qui conservent encore de la chaleur, pièges fabriqués avec une précision si fine qu'ils se confondent avec l'environnement. Ce sont des structures conçues pour ne durer que quelques jours, puis se livrer à la forêt, qui les absorbe comme si elles n'avaient jamais existé. Avance dans cette forêt. L'air est épais, saturé d'humidité et du parfum sucré de la végétation qui se décompose. On n'entend ni moteur, ni voix, seulement le pouls insistant de la vie. Soudain, quelque chose rompt la continuité du paysage.
une branche pliée, une coupe nette dans un tronc, un panier oublié à l'ombre d'un arbre. Des indicateurs minimes qu'une présence humaine a été là, et des signes que la forêt effacera en quelques heures. Se déplacer sans laisser de traces n'est ni une tradition romantique, ni un geste culturel. C'est une réponse forcée par des décennies de menaces. Bûcherons, accapareurs de terre et chercheurs d'or ont avancé à plusieurs reprises sur leur territoire, les obligeant à fuir avant d'être repérés. Même un simple contact avec des personnes extérieures pourrait transmettre des maladies capables de les décimer. C'est pourquoi ils se déplacent avant que le bruit n'arrive, avant que la fumée n'apparaisse, avant que l'on ne se mette à les chercher. L'outil qu'ils maîtrisent, l'invisibilité volontaire, est quelque chose que notre société ne comprend plus. Nous vivons entourés de localisations permanentes, d'historiques, de signaux numériques qui nous rendent visibles à chaque instant. Pour eux, au contraire, disparaître, c'est survivre. À quel moment avons-nous oublié que, parfois, la seule manière de vaincre le risque est de s'en éloigner avant qu'il ne nous atteigne? Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui ne détournent pas le regard. Si ce voyage te captive, tu peux t'abonner dès maintenant pour continuer à explorer ensemble des histoires que presque personne n'ose raconter. Et si cette stratégie te semble extrême, prépare-toi à tourner ton regard vers un terrain encore plus inattendu. Quelque chose que tu ne peux ni voir ni saisir, mais qui influence chaque organe, chaque défense et chaque décision du corps humain. Un outil silencieux que notre civilisation a affaibli sans s'en rendre compte, et qui demeure intact dans certains des territoires les plus isolés de la planète. Nous descendons maintenant vers un domaine encore plus secret, où le monde microscopique gouverne le monde visible, et où le microbiote ancestral conserve des secrets que la science moderne commence tout juste à comprendre. 5. L'outil du corps qui se souvient. Dans les recoins où la modernité a laissé peu de traces, il existe un outil silencieux, invisible, mais décisif. On ne le tient pas entre les mains, on ne le modèle pas, on ne le sculpte pas. Il habite à l'intérieur de chaque être humain. C'est une marque biologique que notre civilisation a peu à peu perdue sans s'en rendre compte. Le microbiote ancestral. Alors que le monde industrialisé s'entoure de désinfectants, d'antibiotiques, d'aliments ultra transformés et d'air filtré, il existe des peuples dont le lien intime avec l'environnement a conservé une diversité microbienne que la science moderne tente encore de décrypter. L'un des exemples les plus remarquables se trouve en Tanzanie. Les Hadza, l'un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs de la planète, possèdent un microbiote qui change au fil des saisons. Des études publiées dans des revues scientifiques de référence ont documenté la façon dont leur flore intestinale s'ajuste lorsqu'ils chassent, lorsqu'ils récoltent des tubercules ou lorsqu'ils consomment du miel. C'est comme si leur corps maintenait un dialogue direct avec la Terre. Une flexibilité métabolique qui, dans le monde urbain, a pratiquement disparu. Passe une journée avec eux. Tu partages des baies tout juste cueillies, des tubercules rôtis sous le sable et du miel recueilli à l'aide de fumée et de patience. Il n'y a ni emballage, ni conservateur, ni processus intermédiaire. La nourriture voyage du territoire aux mains et des mains au corps. Alors tu comprends pourquoi leur microbiote compte parmi les plus divers jamais décrits chez des populations humaines. Mais ce savoir ancestral n'appartient pas qu'à l'Afrique. Au cœur de l'Amazonie, les Matsé utilisent un autre outil pour renforcer le corps, le kambo, une sécrétion du crapaud Philomedusa bicolore, appliquée en petits points sur la peau lors de rituels traditionnels. Son usage est documenté par des anthropologues et étudié par des chercheurs biomédicaux. Pour eux, ce n'est ni une mode, ni une promesse de bien-être instantané. C'est un rite de force, de purification
et de préparation physique. Accompagne-les un matin humide. La forêt s'éveille dans un chœur d'insectes. Les arbres laissent perler des gouttes épaisses et l'air vibre comme s'il avait un pouls. Les matsés se rassemblent en silence. Certains appliquent le kambo, d'autres inhalent du râpé traditionnel pour aiguiser leur sens. Ils ne le font pas pour impressionner ni pour exhiber leur bravoure. Ils le font parce qu'ils vivent dans un territoire où chaque journée exige attention, résistance et acuité. Et tandis que tu observes ces pratiques, une question surgit, impossible à éviter. À quoi ressemblerait notre santé si nous n'avions pas perdu cette relation directe avec l'environnement? Notre civilisation a accompli d'immenses progrès, oui, mais en chemin, elle a sacrifié un outil que ces peuples conservent encore. Un système immunitaire entraîné dès l'enfance par la terre, l'eau, les plantes et l'air. Et si tu pensais avoir déjà tout vu, reste avec moi. Tu es sur le point de découvrir un savoir qui ne s'enseigne pas à l'école et ne se consigne pas entièrement dans des livres. Des groupes humains capables de s'orienter sans le moindre outil visible, qui trouvent le nord dans la vibration des vagues et qui naviguent comme si la mer leur parlait dans une langue que le monde moderne ne comprend plus. Nous partons maintenant pour l'Asie du Sud-Est, où les Bajau Laut font de l'océan leur seule route. 6. L'outil de ceux qui naviguent sans regarder le ciel. Dans l'immensité bleue de l'Asie du Sud-Est, où l'horizon se confond avec des courants qui semblent dotés d'une volonté propre, vit un peuple qui n'appartient pas totalement à la terre. Ce sont les Bajau Laut, connus comme les nomades de la mer, et ils maîtrisent un outil que notre civilisation a perdu depuis longtemps. S'orienter sans carte, sans boussole, sans instrument. Pour eux, l'océan n'est pas une frontière, c'est une maison qui respire, un territoire qui se lit comme un texte en mouvement. Alors que le monde moderne dépend du GPS, des radars et des satellites, les Bajau déchiffrent la mer avec une précision qui défie la logique contemporaine. Ils reconnaissent la direction du vent au son qu'il produit en frappant les parois de leur maison flottante ou sur pilotis, interprètent l'écume pour anticiper les changements de courant et estiment la profondeur en observant uniquement la couleur de l'eau. Leurs embarcations traditionnelles, les lepa-lepa, ne suivent pas de route tracée. Elles glissent entre les îles et les récifs coralliens, guidées par une mémoire collective transmise sans écriture. Noms de récifs invisibles, sentiers marins qui n'existent que pour eux, et position du soleil à des instants si précis qu'un étranger ne les remarquerait jamais. Mais le plus surprenant ne réside pas seulement dans leur navigation, il se trouve dans leur corps. Des études scientifiques ont révélé que les Bajau possèdent une rate hypertrophiée, capable de stocker davantage d'oxygène et de leur permettre de plonger plusieurs minutes sans assistance. Depuis l'enfance, ils s'habituent à passer de longs moments sous l'eau, à garder les yeux ouverts dans les profondeurs et à s'orienter dans un milieu où la plupart d'entre nous ne distingueraient que des formes floues. Ce n'est pas de la magie, c'est une sensibilité entraînée au fil des générations. Imagine que tu te trouves là, à leur côté, lors d'une traversée à l'aube. Le soleil n'a pas encore touché l'eau et un voile argenté recouvre la mer. Il n'y a ni phare, ni balise. Seulement le rythme de la houle, le cri des oiseaux marins et une modification imperceptible de la texture de l'eau. Toi, tu ne verrais rien. Eux voient tout. Un Bajau indique une direction et tous se mettent à ramer sans hésiter, comme s'ils suivaient un sentier secret tracé par l'océan lui-même. Depuis des générations, ils vivent ainsi, entre l'eau et le vent, plongeant, pêchant et se déplaçant avec une liberté aujourd'hui menacée par des législations maritimes et des pressions territoriales. Leur outil ancestral n'est pas un objet, c'est une sensibilité, une intuition, une mémoire héritée, une manière d'écouter la mer que notre civilisation a oubliée. À quel moment avons-nous cessé de sentir le monde? Pour vivre déconnecté de lui? Et si s'orienter sans instrument te paraît déjà impossible,
attends encore un instant. L'essentiel est sur le point de se révéler, car le dernier outil de ce voyage ne se tient pas entre les mains, ne se transmet pas par un seul geste et ne dépend pas du milieu. C'est un outil qui n'existe que lorsqu'une communauté entière décide de s'unir. Un outil capable de soutenir la vie dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Et lorsque tu le découvriras, tu comprendras le fil qui relie tous les autres. 7. L'outil de ceux qui survivent ensemble au bord du monde. Dans l'extrême nord de la planète, où la nuit peut durer des mois et où le silence pèse plus lourd que le vent, s'étend un territoire qui ne pardonne aucune erreur. Un lieu où le froid n'est pas une sensation, c'est une présence constante. Un adversaire qui oblige chaque être vivant à prendre une décision brutale, s'adapter ou disparaître. C'est là que vivent les Inuits, un peuple qui a transformé l'un des environnements les plus hostiles de la Terre en un foyer. Et ils y sont parvenus grâce à un outil qui ne se taille pas, ne s'allume pas et ne peut être observé de l'extérieur. Un outil qui ne pourrait exister sans l'union de tous, l'interdépendance. La certitude absolue que personne ne survit seul. Alors que le monde moderne glorifie l'autosuffisance, le confort et l'individualisme, ils préservent une vérité que notre civilisation a oubliée. Dans l'Arctique, seul vit celui qui vit pour les autres. Leurs igloos, véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie traditionnelle, peuvent élever la température intérieure à des niveaux étonnamment confortables grâce à la chaleur du corps et à de petites sources de chaleur, comme les lampes à huile. Mais aucun d'eux n'est construit seul. Chaque bloc de neige passe de main en main, chaque courbe est ajustée par plusieurs personnes, chaque fissure est corrigée avec la précision que seule l'expérience collective peut enseigner. La chasse aussi est une collaboration. Dans un territoire où un simple faux pas peut être fatal, un chasseur observe l'horizon, un autre écoute le craquement de la glace, un autre mémorise le chemin du retour. Chaque geste, chaque signe, chaque décision est renforcé par l'ensemble du groupe. Imagine tes pas au leurre sous un ciel polaire qui semble ne jamais finir. Le vent te coupe la peau comme s'il transportait de minuscules éclats de verre. Le sol est une mosaïque blanche qui dissimule des dangers mortels. Et pourtant, ce silence n'intimide pas, il apaise, car tu n'es pas seul. Un Inuit touche la glace avec sa perche et t'indique un léger détour presque imperceptible. Un son creux sous tes pieds t'en révèle la raison. Ce détour aurait pu te sauver la vie. Leurs connaissances ne sont pas écrites dans des livres. Elles sont transmises par l'observation, la pratique et la mémoire collective. Comment la glace change lorsque la salinité varie? Comment la neige sent avant une tempête? Comment un phoque se déplace sous la surface lorsque la glace est sur le point de se briser? Tout cela fait partie de l'outil que le monde moderne a affaibli sans s'en rendre compte, la survie communautaire. Et tandis que l'Arctique fond pour des raisons qu'ils n'ont jamais provoquées, leur sagesse non seulement persiste, elle devient urgente. Les Inuits nous rappellent que l'espèce humaine n'a pas prospéré grâce à la compétition, mais grâce à la coopération. Et toi, à quel moment as-tu commencé à croire que nous pouvions survivre sans les autres? Car si ces 7 outils révèlent quelque chose, c'est que nous n'avons jamais été faits pour marcher seuls. Et si tu pensais qu'il s'agissait de simples reliques du passé, ce que tu viens de voir prouve le contraire. Ce sont des chapitres de notre propre histoire, des savoirs qui ont défini ce que nous avons été, et des avertissements sur ce que nous pourrions perdre à jamais si nous cessons de les écouter. Après avoir traversé des jungles qui murmurent, des déserts qui battent comme des forges anciennes, des océans sans frontières
et des glaces qui respirent sous nos pas, une vérité impossible à ignorer apparaît. Ces 7 outils ne sont pas des reliques ni des vestiges d'un passé idéalisé. Ce sont des reflets d'une sagesse qui a survécu là où la modernité n'a pas encore rompu l'équilibre. Ces peuples nous rappellent que la nature parle encore, que le corps conserve une mémoire ancestrale et que la vie ne prospère que lorsque nous savons écouter le monde qui nous porte. Et de la terre à la glace, tous montrent la même réalité. Aucun outil ne fonctionne sans connexion, coopération et équilibre. Rien de tout cela n'est de la nostalgie. C'est une question, un appel, un miroir. Qu'avons-nous perdu en nous éloignant autant de ce qui nous a rendus humains? Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais de reconnaître quels fragments de notre mémoire ancestrale brillent encore assez pour nous guider dans le présent, avant de s'éteindre pour toujours. Maintenant que tu as vu ces 7 outils à l'œuvre, dis-moi, lequel, selon toi, notre civilisation nécessite le plus et lequel t'a le plus surpris? Partage ta réflexion avec la communauté. Nous voulons te lire, car tes mots ne sont pas un simple commentaire. Ils font partie du chemin que nous construisons ensemble dans ce voyage. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la dernière minute. Si tu es arrivé jusqu'ici, fais-le nous savoir. Laisse dans les commentaires le mot-clé « mémoire ». Si ce voyage t'a fait regarder le monde avec un autre regard et que tu souhaites continuer à explorer des cultures qui défient tout ce que nous pensions savoir, abonne-toi à Chronamonde et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines destinations que nous préparons déjà. Car même si ce chapitre touche à sa fin, il y a toujours un nouvel horizon qui nous attend. Un endroit où la carte cesse d'être un guide, où les certitudes se dissolvent et où la seule chose qui éclaire le chemin, c'est la curiosité qui nous pousse en avant. Souviens-toi, le monde garde encore des secrets qui n'attendent que d'être révélés. Et nous préparons déjà le prochain. On se retrouve pour le prochain voyage.